Bonjour Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur LS Tech in Progress. Aujourd'hui, je suis très content parce que j'ai l'occasion d'échanger avec un entrepreneur nantais. C'est la première fois en physique à Nantes, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et pour commencer ce podcast de façon assez classique, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours et puis ensuite on va rentrer petit à petit dans ce que tu fais avec Kipling. Ok, bonjour Mériadec. Donc je suis Vincent Tarot, donc effectivement le fondateur et le CEO de Kipling. Alors mon parcours, il est le suivant. Moi, j'ai une double formation. J'ai une formation sciences humaines. J'ai fait de l'anthropologie, puis derrière j'ai fait une école supérieure de commerce. Ok. Et derrière, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'environnement. C'était il y a un certain temps, puisque je commence à être dans la fleur de l'âge. J'ai monté 2 boîtes dans l'environnement. Ça remonte à il y a une quinzaine d'années, boîtes revendues. Et puis derrière, j'ai fait du conseil RH pendant une dizaine d'années. Et du conseil RH, je suis arrivé à Kipling il y a maintenant 7 ans. 7 ans, ok. Et la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elles faisaient tes précédentes boîtes, et notamment dans l'environnement, parce que ça, c'est une grosse question que je me posais. Je sais qu'on en avait échangé rapidement avant l'épisode. C'est que pour trouver par exemple un business model dans l'environnement, ça doit être quand même assez compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots justement, ça permet de mieux comprendre Ouais, bien sûr. Alors c'est pareil, hein, moi j'intervenais, c'était l'époque où il y avait beaucoup de sujets autour du traitement des eaux. C'était la loi sur l'eau. Et donc j'avais développé des boîtes, 2 boîtes, mais des micro-boîtes, mais qui étaient des boîtes de service. Et très vite, je me suis aperçu que le service, c'était pas mon truc. Okay. Parce que pour développer une boîte, grosso modo, il fallait aligner les gens. Et j'ai rien contre monter des grosses équipes, bien au contraire. Mais ce que j'aime, moi, dans les sociétés, c'est une logique plus de produit, avec une identité forte autour de ça. Et c'était pas possible, en tout cas, à ce moment-là. Je voyais pas comment y arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai revendu ces boîtes et que je suis allé vers d'autres expériences. Ok, voilà. D'accord. Attends, est-ce que tu peux juste baisser un tout petit peu ton micro ? Comme ça, du coup, Là, c'est mieux ? Là, ce sera parfait, là. Ok, parfait. Donc, tu as revendu ces 2 boîtes. Les 2 boîtes, tu les as faites à la suite directement ? Est-ce que tu as eu une transition ? Tu as fait une première boîte, tu l'as revendue directement et tu es directement reparti ? Non, je suis directement reparti à l'époque. Après, c'était des micro-boîtes. On était 2, 3, 4, 5 personnes max. Donc, c'était pas, c'est pas très compliqué de revendre une boîte de 5 personnes de service. Bon, grosso modo, c'était pas très compliqué. Je pose la question en début d'épisode. Quels enseignements tu as pu en tirer justement de ces 2 boîtes ? Parce que même si tu le dis, c'est des petites boîtes, une boîte, ça reste une boîte et je pense que ça te permet d'aller plus vite sur les suivantes. Ouais, bien sûr. Alors, je m'en suis pas aperçu tout de suite, mais 10 ou 15 ans après, je m'en suis beaucoup servi pour monter Kipling, notamment la 2e boîte que j'avais remontée, parce qu'il y avait une logique qui était un peu plus produit. C'était autour... la première était dans l'environnement, dans le traitement des eaux, et la 2e était plutôt autour des déchets, pour être clair. Et là, il y avait une logique produit, propriété intellectuelle, etc. Et j'avais commencé notamment à l'époque, on n'était pas du tout dans l'environnement start-up. C'était avant que le monde change. Mais déjà, il fallait. J'ai vite compris qu'il fallait de l'argent et du temps. Après, on les met dans le sens qu'on veut, mais voilà. Et ça, typiquement, ça m'a toujours servi. C'est ce qui m'a énormément aidé au départ de Kipling, c'est que quand j'ai lancé Kipling, je savais qu'il fallait le lancer avec des moyens. Parce que on peut pas aller au bout d'une idée comme ça, sauf à trouver, à avoir entre guillemets le coup de bol ou le truc extraordinaire du premier coup, mais je pensais pas que ce serait le cas. Donc pouvoir se donner du temps et donc pour ça avoir des moyens pour pouvoir itérer, trouver effectivement, améliorer le produit, etc. Je crois que c'est la principale leçon, quoi. D'accord. Parce que du coup, la première boîte, tu l'as revendue, elle t'a permis de financer la 2e. Exactement, ouais. Et la 2e, elle t'a permis de financer Kipling ou pas ? Non, même pas, parce que j'en suis sorti. C'est vraiment pas des plus-values. Je veux dire, c'était pas du tout. J'ai pas eu de quoi. Non, au contraire, je me souviens. Ah non, là, on n'est pas là du tout. Non, il a fallu, même à la sortie de la 2e, que j'ai retrouvé un job dans les 2 mois. Enfin, bref. Ok. Mais en fait, je me suis aperçu que. Il était important d'être, en
tout cas c'est ma vision à moi, de se dire au lancement d'une boîte, l'argent que je mets sur la table, il est là. De toute façon, je veux pas chercher à le faire fructifier tout de suite. C'est pas l'objectif. Je veux le faire travailler et je peux le perdre. C'est pas grave. Je pars dans l'aventure. Il faut se dire vraiment, c'est presque de l'argent perdu. Moi c'est carrément ça. C'est d'ailleurs ce qui a fait que sur le lancement de Kipling, j'y suis pas allé seul. C'est aussi une des deuxièmes conclusions de ces 2 premières boîtes que j'ai lancées, c'est que je voulais me lancer dans une aventure, mais qui serait collective. C'était pas le cas dans les 2 boîtes précédentes. Au lancement, j'étais seul. Et puis, le côté un peu, je prends les décisions. Du coup, quand elles sont mauvaises, on est jugé parti. Il n'y a pas d'intelligence collective. Moi, j'adore ça. Et donc, c'est aussi pour ça qu'au lancement de Kipling, j'ai tout de suite travaillé avec des associés que je connaissais pas avant d'ailleurs. D'accord, ok, on pourra revenir dessus parce que c'est toujours avec des potes, hyper intéressant ça, de savoir comment on trouve. J'en ai parlé hier justement avec Charles Code de Ricoeur, c'est une boîte allemande. Il me disait qu'il avait trouvé pareil ses cofondateurs en regardant les petites annonces en Allemagne. D'accord. Donc tu peux nous en dire un mot, comment tu les as trouvés tes cofondateurs, et qui sont-ils? Alors moi, c'est une boîte à Nantes qui s'appelle Le Phare à l'époque, et en fait, je les ai trouvés. C'est là aussi où je me suis servi de mes 2 premières expériences, c'est que le moment où j'ai eu cette idée qui est le concept de base de Kipling, qui est de faire jouer les gens avec leur activité physique pour les aider à changer. Je suis allé voir, c'était en plein été, 2-3 boîtes du numérique. Nantes, c'est un écosystème qui était déjà à l'époque qui était très développé. Moi, je viens pas de la tech, je viens pas du tout de cet environnement-là, mais voilà, j'ai rencontré 3-4 boîtes. Je leur ai expliqué mon projet en toute transparence, je veux dire, sans signer de DNA, je sais pas quoi. De toute façon, comme on dit, une idée, ça vaut rien. Exactement. Alors là, je suis convaincu. Et 10 ans après, aussi, ceux qui ont la même idée que nous, allez-y, faites, il n'y a pas de problème. Et je sais pas, j'ai rencontré à l'époque, je sais plus si c'est 4 ou 5 boîtes à Nantes, et je me suis retrouvé avec 3 propals pour monter une boîte. Et, les 3 m'ont dit nous ça nous intéresse et tout. Je me suis dit bon, l'idée toi quand même est pas si mauvaise que ça. Et voilà comment ça s'est fait, quoi. Des propositions, c'est pas des gens que je connaissais. Financières ou purement. C'est là que j'ai fait un peu le match. Il y en avait une, ça m'intéressait pas du tout, qui valorisait du temps passé contre des parts, ce qui est assez classique, et ça j'en voulais pas. D'accord. Parce que je trouve que ça introduit un biais, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui met de l'argent, surtout si c'est un cofondateur, oui, complètement. Voilà. Moi je veux qu'on soit en tout cas sur ce point de vue-là, sur un pied d'égalité. Les 2 autres proposaient effectivement, étaient prêts à mettre de l'argent, et puis après ça s'est fait au feeling, très, très clairement. Je pense que pour partir dans le montage d'une boîte, une aventure entrepreneuriale, il faut avoir un bon fit avec les gens, même si en l'occurrence c'est des gens là que je connaissais pas avant, etc. Et d'ailleurs depuis j'ai racheté leur part, mais il n'y a pas eu de friture sur la ligne pendant les 5 ans sur lesquels on a bossé ensemble, quoi. Si je fais pas d'erreur, est-ce que tu peux me repréciser ce que c'est anthropologue? Anthropologue, c'est les gens qui étudient la culture. Ok. Et la culture est pensée comme un... Et c'est là où c'est là où il y a un lien avec Kipling, c'est que par exemple, on va étudier le jeu dans des types de sociétés très très différentes. Et moi, j'avais beaucoup travaillé à l'époque comme étudiant, autour notamment de la magie et du jeu. Okay. Et il y a des sociétés qui éduquent leurs jeunes uniquement par le jeu, et j'avais trouvé ça super. Et ce truc-là, je l'avais gardé, mais voilà, sans penser que ça pourrait te servir plus tard. Et c'est ressorti au moment où j'ai lancé. La question peut-être que je voulais poser, c'était, bon, je calais un petit peu anthropologie peut-être avec sociologie, peut-être à défaut. Et du coup, je voulais savoir si ça t'avait justement aidé à avoir, pas ce coup de foudre, mais à se dire, ok, c'est les bons cofondateurs, avec eux ça va bien se passer. Est-ce que tu avais développé déjà une fibre Je sais pas si c'est l'anthropologie, mais en tout cas, le fait est que moi je suis convaincu que ce qui fait en général la différence dans mais que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais dans plein d'autres sujets, c'est les hommes et les femmes avec qui on fait les choses, quoi. Et donc, on va dire que j'ai une attention, et je suis pas non plus que bienveillance, bonté, c'est pas ça du tout que je veux dire. Mais par contre, j'adore travailler avec tes cofondateurs. Avec les cofondateurs, les équipes. C'est ce qui est extrêmement riche. Ouais. Ok. Autre question, je sais pas, je crois que je t'avais pas prévenu en début de podcast, c'est la question totem du podcast. C'est de savoir si tu as un aventurier, une aventurière préférée.
de qui tu peux t'inspirer. Ah ouais. Parce que j'essaie toujours de faire un parallèle en fait entre l'entrepreneuriat et les aventuriers qui font tête baissée, puis ils savent pas où ils vont et puis ils découvrent des trucs incroyables ou pas. Si, alors moi j'en ai un, mais enfin Totem, ça vaut ce que ça vaut. C'est le film Lost City of Z. Je sais pas si ça te parle. C'est un film avec l'acteur principal et Brad Pitt. En fait, c'est un aventurier du 19e qui recherche une cité perdue en Amérique du Sud. Okay. C'est une histoire vraie. J'ai plus le nom du vrai. J'ai plus le nom du vrai aventurier. Du vrai aventurier. Donc, et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, ces aventuriers du 19e, mais souvent ils allaient lever des fonds pour monter des expéditions pour chercher une cité perdue, je sais pas quoi, un truc. Et je trouve ça très, très proche de l'entrepreneuriat, en tout cas en santé. Dans les faits, l'histoire de ce mec-là, en plus, c'est que il a disparu, donc il est devenu un peu mythique. On ne sait pas comment. D'ailleurs, est-ce qu'il a rejoint une cité ? Parce que il monte ses projets avec des Occidentaux, il y va avec des tribus sur place, enfin bref. Donc très très proche de ce qu'un entrepreneur peut vivre au quotidien. C'est vrai que j'ai jamais fait le parallèle, on m'avait souvent cité Christophe Colomb, mais j'avais oublié que tous ces explorateurs, en effet, ils se faisaient financer par des royaumes, etc. et qu'ils ne pouvaient pas le faire sans fonds, quoi. Ils ne pouvaient pas y aller tout seul, quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans ce film-là, il y a une scène où, puisqu'il monte plusieurs expéditions, il revient d'Amérique du Sud et il se retrouve devant... ce qui pourrait être dans notre contexte entrepreneurial un pitch dans un roadshow dans lequel tu fais ta levée de fonds, donc il est face à des gens en costard et tout, et il leur explique ce qu'il était en train de voir dans la forêt. Bon, voilà, ce qui est très très proche de notre quotidien, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des environnements à parler de choses très très éloignées. Voilà. Carrément, c'est vrai que le parallèle je l'avais jamais fait et il est pertinent et ça me donne encore... Je me dis que du coup, je suis bon. La ligne éditoriale du podcast, elle est bonne parce que justement, c'est ça, c'est les aventures et la santé. Ouais. Autre question assez générale aussi, toujours dans l'idée de te connaître. Qu'est-ce qui te passionne en général dans la vie ? Et peut-être une grande question, c'est très philosophique, mais comment tes amis te décriraient ? Alors moi, je suis quelqu'un qui est très... je suis très simple dans le sens où soit je fais pas, donc je fais peu de choses. D'accord. Déjà voilà, j'ai une vie qui est extrêmement simple, je passe beaucoup de mon temps ici et le reste avec ma famille. Moi j'ai 2 ados à la maison, ma femme, donc ça, et je suis sportif, j'aime beaucoup le sport par ailleurs, donc voilà, une fois que je t'ai dit ça, tu connais à peu près toute ma vie. Ce que les gens disent de moi, je sais pas. Je pense que ce qui ressort en général, c'est que je suis quelqu'un d'entier, direct. Voilà, que je suis. Je pense que j'ai cette nature effectivement à jouer très collectif. Mais pas parce que je suis sympa et je suis pas. Moi, j'ai pas des grandes potes, des grandes bandes de potes, pardon. Okay. Voilà, moi j'adore jouer collectif, mais il me faut un vrai sujet, quoi. Une boîte, je sais pas, un projet, une équipe de foot, mais un truc, quoi. Est-ce que dans ton équipe, il t'appelle le redoutable ? Parce que je vois que c'est écrit sur ton suite. Non, mais c'est sans doute un message, j'ai eu ça à Noël. Non, mais il y a peut-être un peu de ça, voilà. Mais pas, j'espère, avec bienveillance et second degré. Je creuse un petit peu sur le sport, parce que hier, encore du coup, avec Charles Cotte de Ricoeur, lui, il pratiquait l'apnée, le yoga, etc. Qu'est-ce que tu pratiques comme sport et qu'est-ce que justement ça peut te procurer dans ton équilibre entrepreneurial ? Alors, moi, je viens d'un sport, mais c'est pas... en général, ça donne toujours une mauvaise image de moi, parce que j'ai fait beaucoup de triathlon, mais j'en fais beaucoup moins, ce qui a une connotation très extrême, ce qui pour moi est une énorme erreur, parce que c'est un sport qui, par ailleurs, est bien plus accessible que des sports beaucoup plus simples. Donc voilà, je suis dans une famille tout le monde fait beaucoup de sport. Moi, ce que ça m'apporte, c'est simple, c'est que ça me défoule. Tu fais ça quand, en début de journée, fin de journée ? Ouais, ça dépend de l'emploi du temps. Moi, j'aime bien travailler tôt, voire très tôt, donc je fais pas de sport le matin, plutôt le soir, ce qui permet de faire vraiment une espèce de reset. Une coupure, une bonne coupure. Ok, entre ta journée de travail, etc. Exactement. On va venir justement sur Kipling. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, creuser un petit peu l'émergence de l'idée ? Comment t'en es arrivé ? Comment ça s'est passé ? Donc, tu l'as dit, tu as quitté une première boîte, tu as fini une première boîte, tu l'as vendue, tu as fait un petit peu des RH, et ensuite Kipling. Est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement de pensée jusqu'à Kipling ? Ouais, alors, de manière assez simple, j'étais dans une boîte de conseil RH et j'accompagnais
plutôt des grosses boîtes, des PME, des ETI sur la structuration de leurs équipes, le recrutement, etc. Je gérais une équipe là sur l'ouest de la France et les gens savaient que j'étais sportif et me parlaient de on fait du sport en entreprise, j'ai fait un marathon avec mes collaborateurs et moi je trouvais ça sincèrement pas très inclusif, pour pas dire un mot moins sympa, mais parce qu'on réservait ça aux sportifs, quoi, et que tout de suite il y avait une connotation extrême, etc., que je trouvais pas très intéressante pour une boîte, parce que je pense que ça soude pas tout le monde, quoi. Si tu exclus d'office les voilà, moins sportives. Et le sport n'est pas très inclusif par nature, et étant sportif, je vois tout à fait de quoi il est question. Et donc moi il y avait cette connotation, puis au même moment c'était l'émergence des thématiques autour de la qualité de vie au travail, etc., etc. Et je me suis dit, mais en fait, il ne faut pas proposer de sport aux gens, il faut juste essayer de trouver un moyen de les emmener vers plus d'activités. Le jeu était quelque chose, un levier pédagogique que je trouvais super intéressant. Et à la même époque, il y avait, c'était l'émergence des courses en ligne au large via Virtual Regatta. Ok, oui, je vois ce que c'est. Ouais. Et je l'ai jamais fait, mais je trouve le concept top. C'est-à-dire que t'es dans ton bureau chez toi et t'as l'impression de faire une course au large. C'est-à-dire que t'es dans leur bureau, au bureau, ouais. en train de suivre leur course. Mais je me suis dit, mais on pourrait faire un truc pareil, sauf qu'on met les gens dehors, on suit leur activité et puis ça fait avancer leur bateau. Et c'est comme ça que c'est né, avec un positionnement qui est toujours le même aujourd'hui, qui est de dire, moi j'aime bien les démarches pédagogiques qui sont pas descendantes, qui sont pas, où on n'est pas dans l'injonction, on n'est pas dans le coaching. Parce que je trouve que ça rend pas les gens autonomes. Okay. Et donc, je trouvais le jeu très intéressant. C'est-à-dire qu'on ne va pas expliquer aux gens qu'il faut qu'ils soient plus actifs. On sait tous qu'il faut être plus actif, pas fumer, bien manger. On l'a tous vu. Les messages ils sont rabâchés. Voilà. En effet, mais par contre, quand on nous met en situation je pense qu'on peut faire passer des messages et surtout ancrer des changements de comportement. Voilà comment c'est né. Ok, mais donc du coup, c'était quoi la première proposition de valeur quand vous êtes lancé au jour J0? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle était la première chose, l'action concrète, entre guillemets on est allé voir... alors, le jour J0, on n'a surtout rien codé. C'est une bonne nouvelle, déjà. Voilà, on avait mis un peu d'argent sur la table, mais on a fait... alors, je ne l'ai pas là, mais autrement, je te l'aurais montré, mais une petite boîte en carton qu'on avait appelée la Movebox. Ok. On l'avait un peu rendu sympa et je suis allé voir différents clients en leur expliquant qu'on allait faire vivre des aventures à leurs collaborateurs. Alors, à l'époque, le smartphone n'était quand même pas aussi répandu dans les boîtes. Enfin, il y avait encore un peu de frein. En quelle année, pour vous situer? 2015. Okay. Et donc, du coup, il y avait des objets connectés. Et en disant qu'on allait distribuer des objets connectés, des petits podomètres connectés à leurs collaborateurs, qu'on allait synchroniser les données et puis qu'avec ça, on allait pouvoir les faire avancer tout au long d'une aventure. Je crois que la première aventure... T'as l'affiche là. Paris-Brest, ouais, c'est une vieille course de vélo. Et en fait, venant de Nantes, on s'est inspiré de thématiques autour de Jules Verne ou de choses comme ça, ou de la course Paris-Brest. Okay. Et en disant à des gens, vous en pensez quoi? Et en fait, les boîtes nous ont acheté le concept avant qu'on l'ait développé. Et c'est comme ça qu'on est parti, en fait. D'accord. Donc, du coup, vous arriviez, vous leur posez des podomètres. Et du coup, ils avaient quoi? Ils avaient une application? Ils avaient non, ils n'avaient pas d'appli à l'époque. On a commencé à les faire jouer via un site web. D'accord. Donc, ils synchronisaient leurs données soit sur leur PC, soit sur des bornes de synchro qui étaient à l'entrée des boîtes. Ok. Donc c'était rigolo parce qu'on distribuait des objets connectés. Tout de suite, on a été utilisé dans des environnements très différents. Enfin, ça pouvait aller d'entrée d'usine à des tours de la Défense. Donc les gens se baladaient avec leur podomètre, synchronisaient leur activité et ils avançaient dans l'aventure tout en sachant qu'ils avançaient toujours de manière collective. Ce qui est intéressant, c'est que j'y réfléchissais en même temps que tu parlais, c'est que vous donniez tout de suite un objet physique aussi. Ouais. C'est que contrairement à une application, faut se connecter. Là, tu as un truc physique et donc tu y penses aussi. Il y a aussi ce côté déclencheur. Ouais, il y a un côté goodies, il y a plein de choses qui effectivement. Et donc voilà comment on est parti. Et très rapidement, en fait, on s'est aperçu de deux choses. C'est que, c'était vraiment du jeu parce que les gens trichaient. Donc quand les gens trichent, ça veut dire que... Parce que du coup, pour reprendre, du coup, ils avaient le podomètre, du coup, ça les avançait. C'était quoi l'aventure? Comment ils synchronisaient en fait? C'est l'interface entre une fois qu'ils mettaient leur données, en fait, ils passaient devant une borne de synchro. La borne de synchronisation, c'était du Bluetooth, renvoyait vers les serveurs l'ensemble des données, et puis les données faisaient avancer le bateau, l'équipe, fonction de l'aventure qu'on leur proposait. Donc juste sur le nombre de pas. C'était le nombre de pas, un truc archi basique. Ok, trop bien.
Après, voilà, on essayait de faire ça de manière sympa. On animait ça aussi. Et c'était assez drôle parce qu'effectivement, on voyait des gens qui tout de suite mettaient des stratégies à tel point qu'on avait créé des trucs qu'on fait plus aujourd'hui, mais on avait tellement les gens, il y avait des gens qui trichaient, et donc au départ, en fait, on faisait tout le support au téléphone pour en fait ne pas avoir de support en ligne pour que les gens nous parlent et comprendre. Et, ça, c'est bien, ça, c'est en fait, un sacré conseil, ça. Et donc, tous les gens qui trichaient, et ça se voit quand tu as les remontées de données, on leur passait un coup de fil et on leur disait contrôle de vitesse, monsieur, et machin, mais de manière très conviviale, pas pour leur mettre un carton jaune. Ouais, toujours dans l'ambiance un peu jeu. Exactement. Et on disait, mais comment vous faites pour tricher? Alors, déjà, on a découvert des trucs complètement Vous mettez le improbables. podomètre sur un chien qui allait se balader. Non, ouais, alors ça, mais il y avait surtout, c'était dans l'industrie où ils étaient le plus créatifs. Ils mettaient ça sur des plaques vibrantes. Je connaissais pas les lignes de production. Et du coup, on se retrouvait avec des podomètres qui avaient le même nombre de pas, parce que ça remontait par tranche de 20 minutes, je crois, je sais plus exactement. Donc, on avait le même nombre de pas pour, je sais pas, 20 podomètres. C'est très, très drôle. Mais ce que ça signifiait pour nous, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils s'engageaient dans la démarche. Quand tu commences à réfléchir à comment tricher pour avoir ton collègue ou je sais pas quoi, ça veut dire que ce que tu fais est pas neutre. Okay. Tu vois, et c'est ça qui était le vrai levier. Et le deuxième, c'est que surtout, ce que constataient les DRH ou les gens, parce que c'est plutôt ce type d'interlocuteurs qu'on avait dans les boîtes, c'est qu'on allait solliciter des gens qui d'habitude n'allaient pas du tout sur ce type d'animation. D'accord. Qui n'étaient pas du tout ceux qui allaient sur le semi-marathon ou le 10 km, mais c'était plutôt les gens, et c'est resté une constante chez Kipling. C'est pour ça qu'on est par ailleurs assez différent d'autres solutions, c'est que nous, on est plutôt apprécié des gens qui sont fâchés avec l'activité physique ou le sport. Ok, donc vous les réconciliez aussi c'est clairement là qu'on a une valeur ajoutée, et c'est là-dessus qu'on en est venu à faire de la santé, ce dont on va parler après, c'est qu'on est reconnu en tout cas pour être plutôt bon pour changer le mindset, l'état d'esprit des gens autour de ce comportement. Ok, ça c'est trop fort. Tu disais une chose très intéressante, c'est que tu automatisais pas les retours, mais que vous preniez votre téléphone. Ouais. Depuis, on a un peu évolué. Hein, forcément, mais c'est vrai que c'est l'une des. Bon, c'est toujours rhétorique de dire ça, mais c'est vrai que ça sert énormément pour prendre des retours. Si super riche. Tu es déconnecté, donc ouais, t'apprenais énormément. Toi aussi, tu le faisais directement? Ah ouais. Bah, au départ, oui, on a commencé les premières opérations. À l'époque, dans la boîte, on était 2 ou 3. Donc, non, on s'est fait des petits moments épiques. Ceux qui ont vécu ça, ils s'en souviennent. Où le téléphone, il commençait, parce qu'on travaille dans le milieu de l'entreprise, à 9h00, ça commençait à sonner. Et à 18h00, ça s'arrêtait. Et là, nous, la journée s'arrêtait. Et du coup, c'était très drôle parce que, en plus, on touchait des gens qui venaient d'environnements très divers. Donc, qui nous parlaient de l'expérience qu'on leur faisait vivre. Non, c'est un truc. Oui, c'est bien, c'est que déjà vous pouviez toucher tout type d'entreprise, quoi. Directement, vous étiez déjà très très large et inclusif. Après, il y a un côté un peu sans filet, mais moi je trouve que ça vaut tous les enfin, c'est pas pour dire que les démarches marketing sont pas intéressantes, et on en fait aujourd'hui dans lequel mais je veux dire, enfin, ça et un focus group, je pense que ça se défend largement, quoi. Ok. Et donc du coup, vous avez déjà votre business model à ce moment-là. Ça, vous étiez. Ouais, alors depuis, il a évolué, mais l'idée c'était déjà de toute façon que ce n'est pas à l'utilisateur de payer l'usage de. Surtout en entreprise, ça aurait été très compliqué, quoi. Mais donc c'est l'employeur qui paye pour un usage, alors qui à l'époque était était beaucoup plus événementiel qu'il ne l'est aujourd'hui. C'était quelques semaines. Maintenant, on est sur des usages qui sont plus longue durée, etc. D'accord. Et donc, on y arrive. Comment s'est pris le virage santé? Ouais. Comme c'est toujours des histoires un peu aussi de rencontres et de personnes. Ce qu'on faisait en entreprise fonctionnait bien. On avait des taux d'engagement qui étaient très forts. On était entre... mais c'est une constante encore aujourd'hui. On est en général toujours au-dessus de 60% d'engagement. Et je ne me souviens plus exactement comment, mais à l'époque, on savait déjà que ce qu'on faisait pourrait intéresser le monde de la santé, mais sauf que dans l'équipe, personne venait de ce monde-là. D'accord. Que d'un point de vue réglementaire et tout, ça nous semblait quand même un peu complexe, ouais. Complètement un autre monde, et que un jour on reçoit un coup de fil de Gustave Roussy, le centre de cancérologie, voilà, extrêmement, alors que moi sincèrement je connaissais pas à l'époque, hein. Donc on nous explique que c'est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe, etc., et qu'ils ont entendu parler de nos dispositifs, et qu'ils aimeraient l'essayer auprès de patients. Ok.
Allons-y, quoi. Allons-y. Et donc, on rencontre, mais c'est le hasard, hein, une chercheuse, Inès Vass-Louise, qui revient des États-Unis. Elle avait fait une grosse opération, elle avait mené des recherches avec Harvard et Fitbit pour voir comment on pouvait animer des patientes atteintes de cancer du sein et les rendre plus actives, l'activité physique étant un moyen très puissant d'aider ce type de patients dans leur parcours. Et elle nous dit, mais j'ai entendu parler de votre truc, c'est super, est-ce que vous seriez prêt à faire une étude clinique? Voilà. Wow. C'est quoi? Ça fait peur, je voyais bien le truc, mais je me disais, oh là là. Mais sauf que tout de suite, elle nous a dit, non, mais on va pas, en fait, ce qu'on veut juste voir, c'est... ce qu'on veut montrer, c'est est-ce que les patients, quand on leur met un dispositif comme le vôtre, comment ils adhèrent. Okay. Et les conclusions ont été, de notre point de vue, pas très surprenantes, mais nous ont conforté dans l'idée que, en tout cas, on avait envie d'aller plus loin en santé, puisqu'on s'est aperçu que les patientes, en l'occurrence, là, c'était de cancer du sein, elles jouent comme n'importe quelle personne. Hein, c'est pas parce qu'on est malade qu'on joue pas, et qu'elles adhéraient complètement à la démarche. Et c'était comment? C'était toujours le principe du podomètre? Ouais, à l'époque, c'était encore le podomètre. Elles avaient une aventure, elles étaient dans des équipes, elles s'envoyait des messages, elles se motivaient. Il y avait aussi le côté communauté. Ouais. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est toujours, ça, c'est une constante aussi. C'est-à-dire que nos jeux sont toujours des jeux auxquels on joue en équipe. Et ce sont toujours des jeux auxquels on joue de manière asynchrone. C'est-à-dire qu'on est actif, on collecte de l'activité sur son téléphone, son objet connecté. Et quand tu veux, où tu veux, tu ouvres ton téléphone. Et en fonction de ça, ton activité est transformée en points. Et ces points-là te permettent de jouer dans différents types de jeux. Donc, c'est pas du jeu vidéo sur lequel tu es. Okay. Exactement. Et avec des très, très bons résultats. Et donc, après, c'est ça. Mais quand tu fais un truc comme ça avec Gustave Roussy, donc ils ont fait une publi avec un poster dans un congrès. Et puis après, en fait, le truc, c'est un peu enchaîner, le mot est fort, mais derrière d'autres centres de lutte contre le cancer, à tel point qu'aujourd'hui, on a des jeux qui sont joués dans 5 ou 6 centres de lutte, qui sont fédérés par Unicancer, etc. D'accord. Donc, c'est comme ça que c'est né, parce que ça nous a donné une légitimité importante. Sur cette thématique, sur la santé, ok. Et donc après, vous avez ouvert à d'autres verticales santé petit à petit. Ouais. Comment ça s'est fait aussi progressivement? Parce que ça m'intéresse beaucoup, comme tu l'as dit en intro, c'est que tu es assez focus. Et du coup, là, forcément, quand arrive le moment où ça commence à s'élargir, comment tu fais? Comment tu choisis? Comment tu fais alors c'est là aussi, tu vois, c'est l'expérience de mes premières... le retour d'expérience de mes premières années en tant qu'entrepreneur, c'est que j'ai pas de souci à dire non. C'est-à-dire que Kipling aurait pu devenir 10 000 fois une société de service qui aurait développé des jeux de santé en marque blanche, pour je sais pas qui, pour des mutuelles, des assureurs, enfin bref. Et à chaque fois... tu aurais été un studio de jeux vidéo, quoi. Ouais, voilà. Mais ce qui nous intéressait pas, nous, ce qu'on voulait faire, c'est faire un produit. Donc, parce qu'on est convaincu que aujourd'hui, l'expertise qu'on a ici, c'est de savoir faire jouer des gens avec leur comportement. Et que ça a de la valeur. Oui, c'est pas le jeu, votre expertise, c'est de savoir faire jouer. Exactement. À tel point qu'aujourd'hui, on a une équipe R&D assez développée. On est utilisé dans des essais randomisés. On a des chercheurs. On publie autour de la gamification et des comportements de santé. Enfin, voilà, on a été au bout de la démarche. Et puis après, effectivement, on s'est concentré autour des pathologies dans lesquelles, je dirais, l'activité physique était la première indication. Parce qu'en cancéro, l'activité physique adaptée est un soin de support, ce qui est très intéressant. Mais il y a des pathologies, et notamment les maladies chroniques du type diabète, obésité, dans lesquelles l'activité physique, c'est la première indication. C'est le traitement, voilà. Et donc, c'est là-dessus que maintenant, depuis, je dirais... 2 ans, on se concentre un peu plus. D'accord, ok. Donc c'est pareil, là vous avez eu des opportunités ou c'est vous qui êtes plus allé les pousser pour le coup? Vous êtes dit bon... on arrive en fait... on est toujours sollicité parce que pour 2 raisons. Quand tu fais du jeu de santé, ça intrigue les gens. Donc on a toujours pas mal de contacts. Et puis deuxièmement, l'activité physique, c'est à peu près bon pour tout. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de mal à voilà, faire du bien. Voilà, exactement. Et donc on a toujours eu des contacts. On a été sollicité d'abord sur l'obésité, je crois. D'accord. Autour de la chirurgie bariatrique, que ça a très bien fonctionné, avec des professionnels des professionnels de santé qui nous disaient, mais nous, les patients, non, sincèrement, on n'y arrive pas avec l'activité physique. Et donc, ils venaient vers nous en disant, on veut bien, essayons vos jeux, quoi. Et on arrivait à faire bouger. Mais on leur a dit, oui, on arrive juste à les faire jouer, nous. Hein. C'est pas. C'est ça, ils jouent, quoi. Ils jouent.
C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour dire à la personne il faut que tu sois actif, ce sera bien pour toi. Non. Par contre, on sait aussi que il y a des comment dire. Il y a très peu de gens qui ne sont pas joueurs, mais bon, ces gens-là, on ne pourra jamais les atteindre. J'ai vu une étude comme ça qui posait la question de savoir si on était joueur, et les gens ils répondent pas forcément, mais finalement quand tu joues aux échecs sur ton application, tu joues à Candy Crush, bah on est tous, ouais, ça c'est entre guillemets la nature humaine, où c'est un côté assez universel dans toutes les là c'est le côté anthropologie, mais dans toutes les sociétés le jeu existe. Il y a pas de société où le jeu n'existe pas en tant que tel, de manière très très différente. Après, on a une proportion plus ou moins importante. Mais ce qui est surtout très intéressant avec le jeu, c'est qu'on sort, notamment dans le cadre de ces maladies chroniques, de l'injonction à. Je pense qu'un diabétique, un obèse, sincèrement, si on lui a pas dit 10 000 fois d'être actif, on lui a pas dit. Et je comprends sa situation, parce que, bref, il doit en avoir juste ras-le-bol. Et donc, je pense qu'on lui propose un autre support, une autre manière, même s'il il comprend très bien ce qu'on est en train de faire, lui proposer un jeu pour être actif, bien entendu qu'il comprend, mais c'est juste, je pense qu'il valorise le fait qu'on ne le prenne pas encore une fois pour... En idiot, ouais. Voilà, exactement. Ça, c'est intéressant. On pourra en parler des mécanismes psychologiques qui peuvent bloquer, etc. On pourra en parler après. Mais j'ai une grosse question. Avant, je voulais te poser une question après sur le portefeuille de jeux que vous avez actuellement. Mais une grosse question, c'est que depuis le début, je t'écoute. On a l'impression que tout a été linéaire, tout a été simple. C'est ça que c'est bien raconté. Ouais. Donc la question, tu la vois venir. Quels ont été les gros défis à surmonter dans le passé sur le début notamment? Ouais, je pense que le principal écueil, c'est... La principale difficulté, c'est de garder le cap, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que entreprendre en santé, c'est plus pour faire la métaphore avec le sport, c'est plus de l'ultra marathon qu'un sprint de 100 mètres, quoi. Oui, c'est vrai que c'est encore plus dur que dans d'autres. Dur parce que long, parce que les modèles n'existent pas, parce qu'on est. Pour moi ce qui rend intéressant, et c'est là où tu vois le côté exploration, là il est à plein, parce que je pense qu'il y a d'autres secteurs économiques dans lesquels la digitalisation, les nouveaux modèles sont déjà plus établis, mais en santé tout reste à faire. Oui, j'en parlais la semaine dernière avec Tania la responsable du hub innovation de Roche, et c'est ce qu'elle me disait, c'est qu'elle venait des télécoms, voilà, bon déjà j'étais pas forcément en avance dans ces grosses boîtes là. C'est qu'on a encore 5-10 ans de retard dans le milieu de la santé, quoi. Ouais, c'est compliqué. C'est un secteur dans lequel vraiment la santé stricto sensu, il y a un acteur qui est quand même au milieu du jeu qui s'appelle l'État et la santé publique. Et c'est pas, j'y mets aucun jugement de valeur. Mais sauf que c'est un élément incontournable de l'écosystème. C'est le big boss, quoi. Ouais, on tourne tous autour. Enfin, en tout cas, on doit dialoguer avec lui, et c'est normal. Et ensuite, c'est un secteur qui est extrêmement réglementé. Donc, tu fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, tout ça rend l'expérience pas si linéaire que ça. En fait, c'est la durée. Moi, c'est ce qui m'exaspère d'ailleurs le plus souvent quand je discute avec les équipes, c'est ce que tu fais un essai clinique, donc il faut monter les protocoles, les machins, les trucs. Enfin, bon, tu connais ça, et ça ramené au temps d'une start-up, c'est-à-dire que toi, tu as déjà fait évoluer, tu es déjà deux versions plus loin que l'essai clinique commence à partir. Donc, il y a ce côté comme ça c'est ça qui est le plus frustrant. Et puis après, je dirais, dans les difficultés, c'est nous, ce qui nous a aidés, c'est de pas être... c'est qu'on s'est développé donc, avec un modèle B2B2C, ce qui fait que jour 1, on faisait du chiffre d'affaires. Directement, donc alors, je dis pas qu'on en faisait suffisamment pour tout financer. Hein. On a fait des petites levées de fonds, etc. Mais ça veut dire que on se servait de cette activité rémunérée comme d'un laboratoire. Okay. Moi, ce que je dis souvent, c'est que une boîte comme nous, une thérapie digitale, si on doit être une thérapie digitale, le principe actif, c'est l'usage de l'application. Et nous, ça, on le travaille depuis le premier jour. Oui, donc finalement, en ayant un petit peu d'argent, tu peux quand même le travailler, continuer à avancer dessus. Tu n'attends pas les levées de fonds pour ensuite Exactement. C'est là où on est, je pense, très différent de modèles biotech ou medtech. Ok, très intéressant. Et toi, à titre personnel, comment tu es monté en compétence sur la santé? Comment tu t'es approprié cet écosystème? Je me suis entouré. Très sincèrement, après, il faut de la curiosité intellectuelle, mais on a une équipe ici qui est super solide, avec des gens super engagés, qui sont plutôt bons, qui sont tous venus, qui ont des expériences avant super solides. On a intégré des professionnels de santé.
des médecins, infirmières, on a une pharmacienne, ce que je te disais, etc. Donc, ce sont des gens qui, pour certains, travaillaient aussi dans des grands groupes de santé, etc. Okay. Donc, c'est au contact de ces gens-là que moi, je suis... Tu t'es formé, et après, je ne suis pas l'expert santé de Kipling. Hein. Ok, juste une petite question qui me vient comme ça. Pourquoi avoir choisi Nantes pour poser les bases, sachant que bon, sur le podcast, à vue de nez, je dirais 90% de l'écosystème il est sur Paris, 95% de mes interlocuteurs sur le podcast ils sont sur Paris. Pourquoi parce que moi je vivais à Nantes à l'époque où je l'ai lancé, et que Nantes a un écosystème qui nous permet de nous développer sincèrement même en santé, parce qu'on a tendance à dire qu'on est un petit peu en retard sur l'innovation santé. Ah ouais, alors à Nantes on n'a pas l'écosystème d'accélérateurs, etc. liés à la santé, mais nos clients sont très peu à Nantes. Mais par contre, à Nantes, on a la principale ressource dont on a besoin aujourd'hui, c'est des collaborateurs formés, qui sont contents de venir à Nantes quand ils ne sont pas à Nantes. Donc, je dirais que puis une boîte du numérique, tu peux être à Nantes et bosser. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je pense que la principale ressource aujourd'hui pour une boîte comme nous dont on a besoin, c'est des collaborateurs. Et là-dessus, sincèrement, j'ai pas à me plaindre. Quoi. Ok, bah ça c'est hyper intéressant. J'en discutais aussi avec Lucien Blondel de Quantum Surgical. Donc c'est une boîte medtech, bras robotique, chirurgical. Et ce qu'il disait, c'est que finalement, peut-être qu'en province, hein, c'est un gros mot, mais il y avait moins de compétition sur les très bons profils qu'à Paris, où là, vu que tout est centralisé, pour aller recruter des bons développeurs. Ouais, il y a ça. Tu es plus facilement identifié dans l'écosystème local parce que tu n'es pas la 10 millième start-up à avoir fait une petite levée de fonds comme à Paris. Par contre, je pense qu'on est on a besoin de travailler sur des profils un peu différents parce que quand tu viens bosser à Nantes, les niveaux de salaire ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est pas le même écosystème que Paris. Nous, par exemple, on est nantais, mais on a participé au moins à 2 programmes d'accélération qui étaient à Paris. Donc, ça veut dire qu'entreprendre en région, il y a un moment donné, il faut quand même que tu aimes le TGV. Quoi. Oui, c'est ça. Alors, moins depuis l'effet Covid et les visios à tout va, mais quand même. Bon, ça va, c'est le 3e épisode que je fais en physique, donc je suis content de les faire en physique parce qu'avant, autrement en visio, il y a moins de charme. Et pour revenir maintenant justement sur le portefeuille que vous avez aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire justement combien de jeux vous avez, sur combien de verticales ? Ouais. Alors en fait, on a ce qu'on appelle nous un produit qui s'appelle l'APACO. C'est un parcours de 3 mois. D'accord. C'est celui donc qui a été dont une des briques fonctionnelles est certifiée dispositif médical numérique de classe 1. D'accord. Donc c'est la brique fonctionnelle qui permet d'évaluer la condition physique des patients qui rentrent dans le parcours. Donc ça, c'est certifié DM. Le parcours, il est constitué de jeux de santé. C'est ce dont on parle depuis le début, qui est la brique fonctionnelle qui personnifie le mieux ce que fait Kipling. Des jeux de santé, c'est ce que je t'expliquais. Hein, c'est au lieu de lancer des dés, tu es actif, tu vas marcher, faire du vélo, ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et ça, c'est transformé en points. Et ces points-là, tu vas pouvoir les jouer dans des jeux qui durent en général 15 jours, 3 semaines. D'accord. Aujourd'hui, on a un portefeuille de 4 types de jeux. On a classiquement un challenge, on a des aventures, où là c'est assez collectif du type escape game, on a des missions, d'accord. Là c'est plutôt du type enquête, c'est-à-dire que plus tu es actif, plus ton équipe collecte des indices et avec ces indices tu vas résoudre une enquête. On a un jeu de plateau où là c'est typiquement c'est du Donkey Kong, c'est-à-dire que tu montes de plateau en plateau. Là l'idée c'est d'éteindre un incendie pour aider des gardes forestiers à sauver des lucioles. Okay. Et puis là on est en train de sortir une brique qui va être assez sympa qui s'appelle Regatta. Je ne sais pas si c'est le nom qui a été retenu, mais c'est le nom du projet, je crois. Ok, parce que ça me fait penser forcément à Virtual Regatta quand on parlait de ça. Non, tu vas comprendre pourquoi, parce que c'est une course de bateau version un peu pareil Mario Bros, dans lequel tu peux mettre des pots de banane sur tes adversaires, sur tes... Voilà, exactement. Donc ça, c'est les principales briques. Après, derrière ces briques-là, on peut les singulariser, les personnifier, ce qui fait qu'il y a une forme de... On peut les décliner. D'accord. Donc ça, c'est les briques de jeu. Et puis, dernière brique fonctionnelle de ce fameux parcours de 3 mois, c'est l'enseignement en activité physique adaptée. Okay. C'est-à-dire que pendant ces jeux, sont proposés à l'ensemble des patients de participer à ce qu'on appelle de l'activité physique adaptée. Donc, petit quart d'heure santé, là. Donc, l'activité physique adaptée, c'est une thérapeutique reconnue comme telle depuis la loi de modernisation de la santé en 2016, qui est prescrite par un médecin.
et qui vise à adapter l'enseignement de l'activité physique. Donc là, on a des studios derrière avec des gens qui sont derrière des caméras ou à côté, là, et qui ont en face d'eux des groupes de entre 5 à 7 patients. D'accord, ok. Qui jouent ensemble et qui se retrouvent pour une séance d'activité physique. On a différents créneaux. Une de nos grosses sources d'inspiration, je ne sais pas si ça te parle, c'est une appli de cyclisme en ligne qui s'appelle Zwift, dans lequel tu peux t'inscrire à des courses comme ça toute la journée, si tu veux, de manière un peu compulsive. Et ben nous, tu peux t'inscrire à des séances d'activité physique adaptées dans la mesure où tu es rentré sur ce parcours via une prescription médicale. Donc voilà le parcours de manière très simplifiée. D'accord. Et juste pour bien comprendre, du coup, c'est ça que j'avais pas compris au début, c'est que le patient il gagne des points qui lui permettent ensuite de jouer. Ouais. C'est pas directement dans le jeu qui progresse. Ouais. Non, c'est l'activité physique qui va le faire progresser. D'accord. Après, il y a certains jeux où tu peux je dirais, collecter des points et les garder pour déclencher un coup supérieur. Enfin, tu vois, tu peux mettre un peu de stratégie, mais... Ah oui, ça s'est poussé. Et donc, du coup, sur les pathologies sur lesquelles vous êtes disponible, parce que tu me disais que ça excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça colle à plusieurs pathologies. Ouais. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire de grosses modifs quand vous allez sur la cancer. Ouais, le parcours, en fait, ce qui change, c'est ce qui se passe en séance. C'est ce que et là, c'est le facteur humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des enseignants qui sont... Donc, aujourd'hui, on a des parcours autour du cancer du sein, myélome multiple, obésité, diabète, pour ceux qui sont les plus spécifiques. Et puis après, on a des parcours, mais là, qui sont accessibles sans prescription en prévention primaire. D'accord. Voilà. Et si on parle forcément dans ce genre de podcast, même je pense quand tu fais des interviews droite à gauche, il y a toujours la question chiffre. Combien de patients vous suivez aujourd'hui ? Alors, je ne vais pas parler de patients, je vais parler d'utilisateurs. Okay. L'année dernière, on a suivi 70 000 utilisateurs en gros. D'accord. Je pense que cette année, il faut savoir qu'on double à peu près chaque année là, depuis Ah oui, c'est énorme. 2-3 ans. Après, l'ensemble de ces utilisateurs n'ont pas tous fait le parcours que je viens de t'indiquer. Pour certains, ils ont fait, par exemple, parce qu'on est aussi en itération et ça évolue beaucoup. Et dans les 70 000 que je te donne comme utilisateurs, c'est vraiment des utilisateurs uniques, etc. Mais pour certains, ils n'ont pas fait l'ensemble du parcours 3 mois. D'accord, ok, très clair. Et est-ce que vous générez, ma question elle est un petit peu bête, mais est-ce que vous générez de la donnée ? Est-ce que vous arrivez à aller chercher d'autres données ? Parce qu'en fait, c'est ça que peut-être que je ne sais pas si vous le faites, c'est pour ça que je pose la question. C'est que j'imagine une application comme Migraine Buddy. C'est une application pour le suivi de la migraine où du coup le patient il rentre tous les jours. J'ai lu sur le podcast François Cadieux qui est derrière tout ça. Il rentre tous les jours toutes ces informations sur sa migraine et donc du coup il récupère plein de données. Mais est-ce que vous, du coup, vous arrivez à récupérer aussi des données comme ça sur le suivi de l'état de santé du patient ? Alors nous, on récupère énormément de données parce que faut savoir que toute l'appli, on traite toutes données de santé chez nous pour la bonne et simple raison que en fait l'intérêt, la manière dont on crée de la valeur pour le payeur, parce que ce n'est pas l'utilisateur qui paye, c'est qu'on est capable de mesurer le changement de comportement. Donc, on le mesure comment ? On le mesure parce que de toute façon, pour jouer, il nous faut de la donnée, nous. C'est-à-dire que si le patient ne génère pas de données, il ne joue pas. Okay. Donc, on a de la donnée d'activité physique. Dans sa plus simple expression, c'est le nombre de pas. Derrière, on peut avoir d'autres types de données, du type fréquence cardiaque, etc. Tout ce qu'on peut capter avec un objet. Ils ont aussi des objets connectés, les patients Pour certaines cohortes dans lesquelles, effectivement, c'est suivi, c'est le cas. Donc, on a ce type de données. Et puis, derrière, on additionne à ça les données issues de notre brique DM, c'est-à-dire l'évaluation. Donc là, ce sont des tests normés qui nous permettent d'évaluer les gens. D'accord. De dire, là, ils étaient dans tel type de conditions, maintenant, ils sont dans tel type. Et puis après, on a des données d'usage et des données récoltées via des questionnaires qui sont des questionnaires de santé validés, etc. Et qui, là, peuvent être spécifiques en fonction des parcours. D'accord, ok, très clair. Parce que je posais un petit peu cette question-là pour savoir si vous allez être emmené, si vous le faites déjà, des essais cliniques. Donc, s'il y a des boîtes qui vous contactent et vous disent « Ok, nous, on a besoin d'avoir... je sais pas, on donne ce traitement-là à cette cohorte de patients et du coup, on veut voir telles améliorations. » Est-ce que du coup, ça arrive déjà ? Est-ce que vous êtes sollicité sur ces points-là ? Alors, on est sollicité, mais en fait, on les fait jamais comme ça, nos essais cliniques. Nous, nos essais cliniques, on les fait plutôt aujourd'hui dans un cadre de recherche. C'est-à-dire, mais pas pour notre propre recherche, ou soit pour faire avancer la recherche autour des parcours numériques. Et on est utilisé et on est au centre de au moins un essai randomisé, etc. On a 2 essais cliniques qui ont donné lieu à des publications dans le JMIR, etc.
Donc, en général, les deux thématiques qu'on vise, c'est l'intérêt de la gamification D'accord. et l'efficience de parcours numériques versus des parcours en présentiel. Versus classique. Ok. Et est-ce que c'est un business model que vous allez explorer peut-être dans le futur parce que d'être des collecteurs de données de vie réelle pour le compte, c'est un peu ça. Pour faire des essais cliniques décentralisés, etc. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on vise. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment plutôt un business model du type B2C2B. C'est vraiment D'accord. aujourd'hui d'aller de manière beaucoup plus directe vers l'utilisateur, dans la mesure où on travaille avec les payeurs maintenant depuis plusieurs années, et c'est de le mettre pas de côté, mais plutôt en second rang, pour encore générer plus d'usages. D'accord, parce qu'aujourd'hui, le business model, c'est quoi? C'est les centres qui payent et qui donnent accès à leur... OK. Exactement. Et donc, du coup, tu dis que vous allez passer en B2C, en fait, B2C2B, comment ça fonctionne? Attention les oreilles. En fait, nous, le modèle qu'on opère, mais comme beaucoup de boîtes sur des secteurs comme le nôtre, c'est du B2C, c'est-à-dire qu'effectivement, on deal, entre guillemets, on commercialise d'abord avec le payeur de la solution qui ensuite, lui, va communiquer auprès de l'utilisateur. D'accord, oui. Donc, ça a l'avantage de sécuriser ton financement. Clairement, oui. Ça, par contre, le désavantage, que tu peux passer beaucoup de temps à discuter avec le payeur avant de voir le moindre utilisateur. Et on est sur des payeurs qui peuvent être importants, mais qui peuvent mettre beaucoup de temps à parler à l'utilisateur et qui, même pour certains, en fait, sont tout à fait prêts à payer l'usage de Keepin à leurs utilisateurs, mais sont incapables de parler à ces utilisateurs. Et puis de pousser aussi l'usage. Okay. Exactement. Donc nous, aujourd'hui, l'idée, mais tout ça en bonne intelligence avec les payeurs, c'est de dire, OK, nous, on sait parler aux utilisateurs finaux, on va aller parler aux utilisateurs, et puis une fois que, voilà, tu vois, une fois qu'on aura l'usage, on reviendra vers vous avec pour le paiement, entre guillemets. D'accord, donc en gros, vous allez trouver des utilisateurs et vous allez dire, voilà, on les a déjà, en fait, mais en fait, on vient leur montrer à ces payeurs, parce que pour certains, si je te dis, un des payeurs, c'est la CPAM. Oui. La CPM, avant que, c'est pas à la CPM d'envoyer des mails aux malades chroniques pour leur dire faites du Keepin, tu vois ce que je veux dire. Oui. Voilà, c'est ça exactement. Donc nous, il faut qu'on commence par travailler, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, à communiquer auprès de ces utilisateurs. Et la CPM, par exemple, vient financer sur certaines. D'accord, donc on est sur du financement. C'est comme on le disait juste avant l'épisode, on est sur du financement, pas encore du remboursement. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir arriver bientôt? Désolé, je te vois sourire. Non, c'est parce que mais je pense que tu vois pourquoi je souris, c'est qu'il y a beaucoup de communication sur le remboursement des thérapies digitales et numériques. Dans le fait, il y en a extrêmement peu qui ont le remboursement. On est plusieurs à avoir du financement via la CPM, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est une première étape et je trouve ça top pour toutes les boîtes qui l'obtiennent et nous avec. Mais oui, aujourd'hui, on est financé dans le cadre de l'article 51, peut-être. L'article 51, exactement. Que ces articles 51 ont pour vocation de permettre une généralisation, mais néanmoins, tant que tu n'as pas la généralisation, tu es dans un cadre qui est plutôt, je dirais, exploratoire qu'un cadre de remboursement en droit commun. D'accord. Donc oui, par contre, on est clairement investi dans cette démarche-là, même si nous, ici, on considère que, fonction des parcours, des pathologies, etc., le payeur ne sera pas toujours la CPAM et le remboursement Sécu, qu'il y a d'autres acteurs de la santé, autour de la santé, qui peuvent financer. Et puis même, c'est intelligent parce qu'il y a beaucoup de boîtes de santé qui misent uniquement sur ce type de payeur, et finalement, ils attendent énormément et puis ils meurent avant d'avoir... sincèrement, aujourd'hui, si nous, on avait dû uniquement se faire financer par le système de santé, je ne serais même pas en train de te parler, c'est évident. Donc, un des financeurs, on en a beaucoup parlé, c'est les employeurs qui ont... Covid aidant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'employeurs en France qui considèrent que la santé de leurs collaborateurs, ce n'est pas un actif super important. Ça rentre dans leur démarche aussi à RSE, je crois. Donc, exactement. Donc là-dessus, les employeurs, les assureurs, les mutuelles, les territoires. Ok, aussi. Alors après, sur certaines populations, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, certains territoires du type département, communauté de communes, voire c'est les principaux, peuvent être très preneurs de solutions comme les nôtres autour de... Alors,
plutôt pour les jeunes et plutôt pour les seniors. D'accord. Parce qu'on est un vrai levier de gain de santé, donc d'économie aussi et d'économie de santé pour le territoire. Ok, non, mais je vois très clairement dans ma tête, j'étais en train de me faire le process, d'imaginer qu'une commune ou un département, ils achètent votre solution et que du coup, forcément, ça fait bouger leur population et donc du coup, qu'il y a moins de dépenses de santé dans leur... Ok. Ouais, et puis sur des territoires sur lesquels l'offre de santé, je te fais pas de dessin, alors c'est pas du tout notre sujet, mais les zones blanches, etc., t'as plutôt intérêt à avoir des politiques de prévention efficaces. Et le gros intérêt qu'on a, nous, qu'on soit considéré en prévention primaire comme en prévention tertiaire, c'est qu'on mesure tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que pour 1 euro je dirais, financé par le payeur, on est capable de dire ce que le patient a fait. Il y a des forfaits de sortie précoce. Enfin, c'est pas, moi, je considère que les boîtes de thérapie comme les nôtres, thérapie numérique et digitale, on a un vrai avantage par rapport au laboratoire, c'est qu'on génère de la donnée. Et très vite, beaucoup. Et du coup, on peut être assez transparent vis-à-vis du payeur. Et nous, on est en train de... C'est ce qu'on dit aux payeurs, c'est-à-dire que de toute façon, vous ne paierez que l'usage réel de la solution. Donc, de toute façon, c'est forcément du gain de santé. Okay. Et deuxièmement, on est en train de développer des briques qui nous permettent, parce que c'est pareil, avec le numérique, on peut aussi, nous, être capable d'identifier vers quel type de patient, ou pour quel type de patient on est le plus efficace. Et c'est de dire à ces gens-là, écoutez, ces populations-là ou ce type de patient, pour une raison... parce que qui peut être fonction de l'âge, du sexe, d'un certain nombre de critères, de son comportement, on ne va pas réussir à l'aider autour de l'activité physique. N'allons pas vers un parcours que vous allez financer et qui ne produirait pas tous ces effets. Okay. Et le deuxième élément qui est intéressant pour des boîtes comme nous, c'est qu'on est le maillon d'une chaîne. C'est-à-dire que si nous, on est bon pour aider au changement de comportement, c'est parce que derrière ce changement de comportement, il va s'ancrer via des réseaux sport-santé, via des choses. Et donc, on est aussi capable, en tout cas, il faudra qu'on le soit, de mesurer que le changement de comportement qu'on a, ou en tout cas de mindset qu'on a créé, il s'ancre parce que demain, les gens iront vers ces structures. D'accord. Par contre, si tu es en train d'y penser, vous n'êtes sûrement pas encore en mesure de fournir une data médico-économique. C'est-à-dire de dire que, parce que le préventif aujourd'hui, je ne sais pas, on est incapable de chiffrer, je ne sais pas si on est capable de le faire d'ailleurs. C'est une question si, là ça avance. Alors après, la grosse problématique, c'est le temps long en fait. C'est-à-dire oui, sur du préventif forcément. En fait, sur du préventif tertiaire, on peut arriver à très vite, par exemple, l'activité physique peut être un moyen d'éviter l'insuline, c'est chez les femmes atteintes de diabète gestationnel. Ça c'est très précis, voilà. On y arrive à le chiffrer très rapidement. Exactement. Okay. Donc ça, c'est... Voilà. Par contre, si je suis en prévention primaire et qu'on fait jouer des jeunes dans les collèges et les lycées et qu'on dit qu'avec ça, on va éviter, je ne sais pas, peut-être du diabète, bon là on est sur du temps très 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 long. mais voilà. Mais par contre, c'est aussi pour ça que sur certaines pathologies, on n'y va pas. On essaye d'aller sur des parcours dans lesquels on est capable justement d'avoir une mesure physio ou médicale associée à notre intervention. C'est hyper intéressant ça, parce que c'est un axe, on va dire, ça peut être un axe pour beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le domaine, d'aller plutôt vers des pathologies, de commencer, que la porte d'entrée soit des pathologies, on va dire, chiffrables. Ça peut... c'est plus simple, quoi, parce que tu as un vrai truc, c'est un peu comme... nous, c'est ce qu'on cherche. Alors après, c'est pas évident, parce qu'il faut mettre le système de mesure, il faut le remonter, il faut que le protocole soit quand même valide, etc. Mais c'est aussi pour ça que nous, on a une équipe R&D qui est assez importante. Ouais. D'accord. Donc là, on a parlé pas mal de Kipling, on a parlé du passé, de ce que vous faites aujourd'hui. Une question justement pour conclure peut-être sur Kipling, quels vont être les défis à venir, ceux que tu envisages, là, ceux qui arrivent demain là. Quel est le défi peut-être sur lequel tu es en train de travailler et qui arrive sur ton bureau demain? Nous, le principal défi, c'est aujourd'hui d'aller chercher directement les patients. D'accord. Et être capable d'être un opérateur de bout en bout. Et d'être un opérateur qui sera utilisé par le système de santé, par des assureurs, par des mutuelles, et qui sera capable, bien entendu, de faire, pour simplifier à l'extrême, de soigner les gens, mais surtout pour moins cher. Nous, ce qu'on veut, il faut savoir qu'on est, je ne l'ai pas précisé, mais on est devenu une société ESUS, donc je connais pas du tout, entreprise solitaire d'utilité sociale. D'accord. Donc on fait partie du champ de l'ESS. On n'est pas né ESUS, mais en fait, on est dans un secteur où chaque fois les gens nous demandaient, et c'est parce qu'on pense qu'une boîte comme nous, on se doit d'avoir un impact social ou sociétal. Il ne s'agit pas de monter une thérapie pour alourdir le coût de dépense. Je pense que le système de santé n'a pas besoin de nous pour ça.
Mais les réduire. Nous, on pense qu'on peut les réduire parce que, et c'est l'intérêt du numérique, c'est de monter des parcours qui, et moi je pense pas que les thérapies digitales sont présentes dans tous les domaines, mais autour du changement de comportement, on a des outils qui peuvent atteindre un niveau de scalabilité, et là c'est pas la santé qui l'a montré, voilà, c'est tous les autres secteurs qui peuvent prétendre à diminuer le coût de santé. Et nous, c'est vraiment aussi là-dessus qu'on est tiré. C'est-à-dire, oui, c'est faire gagner, c'est produire du gain de santé pour nos utilisateurs, c'est évident, mais également des gains médicaux éco. Ok, hyper intéressant. Est-ce que vous avez des challenges réglementaires peut-être? Parce que tu disais par exemple tout à l'heure que vous aviez des briques qui étaient certifiées, qui étaient marquées classe 1, DM classe 1. Bon, c'est aujourd'hui qu'avec le changement de réglementation, vous allez devoir passer 2A. Comment vous allez l'envisager? Et puis peut-être aussi un petit mot sur toutes les boîtes qui n'ont pas encore attaqué cette transition et qui va coûter très cher. Alors nous, on est DM classe 1. Effectivement, le classe 2, il est à l'horizon. Donc il faut commencer à travailler dessus. Pour nous, les enjeux, je dirais, normatifs, c'est l'assertif DM, le statut de sécurité et d'hébergement de données de santé. Donc, c'est des normes type ISO 27001. Donc, c'est des sujets qui... c'est pas des sujets start-up. Hein. Si jour 1, tu commences à faire ça, waouh. Mais c'est la particularité du système de santé, hein. Enfin, du secteur de la santé, c'est que tu dois vite atteindre des... donc, je dirais, c'est en fait, nous, le gros du normatif, il est autour du traitement de la donnée. D'accord. Ok, pour l'instant. Est-ce que c'est, petite digression, est-ce que c'est pas justement un problème pour voir émerger des startups? Enfin, c'est toujours pareil, parce que du coup, il faut énormément de sécurité dans la santé, mais en même temps, c'est un énorme frein pour voir émerger, donc c'est dur de trouver le juste milieu. Bah ouais, je conçois. Nous, par exemple, le développement, au départ, on l'a fait sous un traitement données personnelles classiques, RGPD, etc. Et puis, à partir d'un moment donné, on a été capable de le faire financièrement. Ouais. Par contre, c'est ce que tu disais, c'est que je pense que le retour sur investissement en santé, il peut être important parce que on est devant un horizon qui est complètement. Mais par contre, il est loin cet horizon, quoi. Ouais. C'est-à-dire que il faut investir lourd. Là, je lisais juste avant que tu arrives dans une lettre écho le fondateur de Voluntis, qui est une première DTX française entre guillemets. Faut que j'échange avec eux. J'ai pas encore échangé avec eux. Et à qui on demandait est-ce qu'il fallait investir beaucoup d'argent pour une DTX. Ah oui, après, tu n'es pas obligé de tout investir jour 1. C'est-à-dire que si tu as une idée, que ton concept, entre guillemets, est bon, après, il faut aller chercher des investisseurs, c'est évident. Intéressant, ça. C'est une question que j'aime bien poser à mes invités. C'est déjà, combien de fonds vous avez levé aujourd'hui? Au total? Au total, ouais. Je vais faire une réponse, mais qui est à la louche. Je dirais en capital, on a dû lever pas tant que ça par rapport à d'autres. Hein, on a levé 4 millions d'euros, je pense. D'accord, oui, parce que vous avez un modèle aussi qui vous permet on a un peu de revenus. Ouais. D'accord. Et peut-être, donc du coup, la question peut être provocatrice, mais qu'est-ce que tu ferais si aujourd'hui tu avais 100 millions d'euros pour développer Keepin? Qu'est-ce que tu ferais? Je poursuivrais ce que je fais là, mais par contre, j'accélérerais parce que j'aurais des moyens qui me permettraient le gros des coûts et la manière dont on utilise les fonds aujourd'hui, nous, c'est du recrutement. Hein. D'accord. Et donc, ça va mettre, c'est recruter des game designers. C'est pas des commerciaux, donc nous, c'est en fait, on développe le produit. Donc, c'est mettre plus de développeurs pour aller sur des briques fonctionnelles plus loin. Et puis après, il y aurait, je dirais, si on levait 100 millions aujourd'hui, on irait vraisemblablement vers plus de pathologies. Aujourd'hui, souvent, moi, je rencontre des gens, ils nous disent nous, on aimerait bien utiliser Keepin. Nous, on travaille dans la sclérose en plaques, dans les maladies cardiovasculaires, et on leur dit mais nous, on est une petite boîte, donc on se concentre. Et donc, avec des moyens plus importants, peut-être qu'on pourrait, travailler sur plus de pathologies qu'on ne le fait aujourd'hui. Okay, franchement, là, je suis assez curieux parce que du coup, c'est une boîte qui tourne, vous gagnez de l'argent, etc. Pourquoi vous ne pouvez pas aller chercher plus d'argent? Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est Non, c'est parce que on est dans un cycle et on avance, mais les investisseurs aujourd'hui, en tout cas quand ils regardent une boîte comme nous, ils veulent aussi ils veulent qu'on leur montre, et c'est ce qu'on fait au fur et à mesure, que le modèle en santé, il a une valeur, ouais. Alors qu'il a une valeur, ils en sont convaincus, mais c'est ce qu'ils maîtrisent pas, c'est le tunnel, quoi. C'est-à-dire, et le timing ou le rétro-planning, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, nous, on est dans des cycles d'investissement. Il est vraisemblable que d'ici peu, on relève des fonds, mais à chaque fois, en fait, c'est comme un jeu. Pour faire l'analogie avec le jeu, là, on est sur le plateau, on a le V4 pour aller lever
pour faire une série B, il faut qu'on montre effectivement qu'on a réussi sur ces pathologies à bien soigner, voilà, etc. Et là, pof, on engrange. Donc c'est ça qui fait. Je posais cette question-là parce qu'évidemment, j'ai eu sur le podcast Tilac, donc, qui font du jeu aussi, donc qui ont levé 10 millions, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc c'est pour savoir aussi pourquoi, vu que je crois que vous êtes un peu plus gros aujourd'hui. Mais parce que je pense qu'après, il y a avec les montants des levées de fonds, je pense qu'il y a aussi. Moi, je l'ai compris très tard, c'est que derrière des chiffres, il y a des réalités extrêmement différentes et des modèles. Je pense qu'eux ont une dimension internationale que nous, on n'a pas, par exemple. Enfin, je ne les connais pas personnellement, donc je ne veux pas préjuger. Mais, et nous, effectivement, on a aussi on a levé enfin, moins en tout cas que ce que tu évoques pour Tilac, mais aussi parce qu'on a du revenu. Il faut savoir que nous, si bizarre que ça puisse paraître, on sort de 3 exercices où on est break-even. Sur la santé, ça doit être assez voilà, rare. Donc, il ne doit pas y avoir beaucoup de boîtes. Non, et c'est pas non plus. Et on ne lève pas de fonds pour dire, je sais pas quoi, je veux pas me diluer. C'est pas du tout le propos. De toute façon, moi, je suis convaincu qu'il faut se diluer si on veut chercher des fonds. Enfin, il n'y a pas d'enjeu. Mais par contre, nous, on n'est pas dans une stratégie aujourd'hui d'internationalisation encore. D'accord. On veut d'abord aller au bout de la thématique que je t'évoquais là, du remboursement, etc. D'accord, ok, très intéressant. Mais d'ailleurs, je sais plus, peut-être que je dis une bêtise, mais tu n'as pas eu l'occasion aussi de racheter tes parts dans. Si, alors moi j'ai racheté les parts des gens avec qui j'avais fondé, dont on a parlé là tout à l'heure, parce que eux avaient fait le cycle de monter la boîte et de l'emmener à une première étape et que. D'accord, c'est ça. Voilà. Ok, ça c'est hyper intéressant. Et donc la dernière question justement sur Keepin, c'est est-ce qu'aujourd'hui Keepin ça ressemble à ce que tu avais en tête? Quand tu t'es lancé au jour 0, on a dit je pose le nom Keepin, il y a le logo Keepin, c'est Keepin. Ouais. Alors pas du tout, mais je sais. Mais souvent cette question c'est pas du tout sur le podcast. Ouais, mais pour la raison simple que je sais pas, j'aurais du mal d'ailleurs à me dire. Alors ce que je dis souvent, c'est que parfois je retombe sur les. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai pas du tout la même image, mais par contre on est quand même pas loin d'être arrivé à ce qu'on racontait à nos investisseurs. Mais en fait, ce que je dis toujours, c'est que on arrive Keepin est une boîte qui arrive toujours à faire à peu près ce qu'elle souhaite, mais alors jamais de la manière dont on l'a envisagé. Ça, c'est une constante. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris justement dans ce parcours-là? Qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre un step, un milestone, mais d'une façon que tu n'avais pas du tout anticipé? Moi, c'est notre capacité à... en fait, ce qui a complètement changé la trajectoire, c'est notre capacité à intégrer des compétences dans la boîte et des gens qui nous ont apporté bien plus de valeur que je pensais qu'on en aurait. D'accord. Ok. Des game designers, chez nous, sur le même plateau, tu as un game designer, un médecin en santé publique, quelqu'un qui a fait de la santé publique à l'EHESP et puis quelqu'un qui a fait du marketing dans une école de commerce. C'est vrai que c'est des mariages qu'on voit pas souvent, mais qui doivent donner des c'est assez cocktails sympa, Bah oui, carrément, ouais. C'est assez excitant de voir tout ça. Quelques questions, parce que c'est vrai que désolé, je t'ai fait beaucoup parler déjà, mais je vais te poser quelques questions si tu as encore quelques minutes sur l'écosystème LSTech. Ouais. Une grosse question, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas dans notre écosystème? Alors déjà, je le connais pas très bien. En fait, je le connais surtout parce que je lis ou ce que j'écoute sur des supports comme les tiens. Mais étant à Nantes, voilà, c'est le côté provincial. On est moins au cœur du voilà. Non. Après, c'est un écosystème que je trouve intéressant parce que c'est un écosystème de beaucoup plus exploratoire que dans d'autres. À Nantes, par exemple, les parcours d'accélération ou d'incubation de boîtes étaient historiquement, en tout cas, beaucoup plus tournés vers le retail, etc. Ouais. Et moi, dans ces environnements-là, pour moi, c'est du chinois. Enfin, je comprends pas. Autant, effectivement, dans les parcours d'accélération qu'on a pu suivre sur Paris, non, tu as affaire à des gens extrêmement divers. Moi, c'est ce que je trouve. Ouais, c'est une des constantes en santé, c'est qu'on a des gens on a d'anciens patients, des professionnels de santé, des gens comme moi qui viennent pas du tout du monde de la santé. Enfin, il y a une mixité parce que la santé, ça touche n'importe qui. Voilà. Donc ça, je trouve ça très riche. Est-ce que tu as déjà subi un manque de crédibilité? Jamais. Jamais, ok. Et ça, c'est marrant parce que c'est un truc que je craignais quand on s'est dit on va faire de la santé. Je me suis dit, les médecins, ils vont devoir arriver. Mais en fait, jamais parce qu'on est sur un champ que le médecin... que le professionnel de santé n'aborde que très rarement. Ouais, le jeu, donc forcément. Qui est un jeu et surtout le changement de comportement et avec lequel il n'est pas forcément super à l'aise.
Donc t'arrives, forcément t'as peur d'une expertise. Nous, on le met pas en cause, on lui dit pas, écoute, tu fais ton métier comme ça, maintenant c'est terminé, on va comment on fait ça. Comment soigner. Nous, on n'est pas du tout là pour ça. Voilà. Donc, jamais on a été pris de haut, et alors que c'est quelque chose auquel je pouvais craindre, ouais, effectivement. Et si tu avais justement peut-être avec le recul, justement avec ton regard neuf, c'est ça qui est intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour faire émerger plus de champions en France, qui soient compétitifs au niveau européen? Déjà en européen on est pas mal. J'ai appris hier que l'Allemagne en fait c'était nul en digitalisation, donc je savais pas du tout ça, parce qu'ils sont très forts en life science, mais pas en digitalisation. Ouais, et pourtant ils ont ouvert les vannes du remboursement plus tôt que nous, hein, avec la DIGA, mais du coup il n'y a pas d'usage. Et je pense que moi, si on veut faire émerger des boîtes, faut permettre l'usage de nos solutions. Permettre l'usage, ça veut dire c'est peut-être du financement, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est aussi peut-être simplifier leur validation médico-éco. C'est peut-être simplifier l'achat de nos solutions pour des établissements de santé. C'est ce genre de choses. C'est, je crois, aussi éduquer ou en tout cas faire passer des messages aux professionnels de santé que le digital, c'est pas là on n'est pas là. Enfin, je crois pas qu'il y ait beaucoup de boîtes dans le digital qui est là pour piquer le patient à un professionnel de santé. Non, surtout pas. Ça nous a jamais traversé l'esprit, mais qu'on ait par contre des outils qui peuvent, je crois, les recentrer sur ce qui est le cœur de leur compétence, qui est de soigner les gens, quoi. Ok, carrément. Et allez, pour finir, 2-3 petites questions plutôt légères. Donc, quelle est ta plus grande fierté avec Kipling? Et je te poserai la question sœur jumelle après. Je pense que c'est d'arriver à faire changer. C'est le gain en santé qu'on procure à nos utilisateurs. À le voir, on le mesure, ouais. Puis on reçoit. Alors, être chez Kipling, par exemple, au support chez Kipling, c'est recevoir des j'arrive pas à synchroniser. Nous, c'est nos utilisateurs, c'est des enfants un matin de Noël à qui on aurait filé un camion de pompiers, mais sans les piles pour faire du bruit, quoi. C'est quand même ça. Donc ils sont très frustrés, mais quand ça marche, ils sont super heureux. Ils nous expliquent à quel point ils sont contents d'être actifs, etc. Donc ça c'est super enrichissant. La sœur jumelle, quel est ton plus grand regret avec Kipling sur le parcours? De pas aller plus vite. Comme en triathlon, il y a cet esprit de compétition. Non, mais parce qu'on aimerait, mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont comme ça. C'est que en fait, le temps entre, mais c'est ce que tu disais, entre l'idée, l'exécution, la réalisation, c'est un truc. Faut mieux pas y penser. Carrément. Si tu devais relancer une boîte aujourd'hui en santé, qu'est-ce que tu relancerais? Ça peut être deux choses. Soit une boîte qui existe déjà sur le marché et tu dis waouh, ça c'est incroyable ce qu'ils font. Et j'aurais aimé lancer la même chose en santé, ou soit quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc là, tu nous donnerais une idée pour les entrepreneurs qui nous écoutent, les entrepreneurs en devenir. Non, sincèrement, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai vu en santé que je trouve dingue. Après, moi j'ai vu un truc sympa. Mais je les connais pas, mais je t'en ai parlé juste en arrivant. J'ai vu ça il y a 2 jours. Ça s'appelle Mayapi Pitch, je crois. Mm-hmm. Et ils utilisent aussi la gamification. Ils interviennent sur l'observance, par exemple. Voilà, moi j'aime bien ces initiatives qui viennent complètement changer le rapport des outils de santé aux patients, quoi. C'est-à-dire qu'on sort je t'explique qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Et là, je trouve ça super sympa. De ce que j'ai lu, ils ont une traction au moins sur l'usage qui est super. Et voilà, moi, j'aime bien ce genre de démarche entrepreneuriale. Un sujet sur lequel je t'ai pas emmené, du coup, je vais remplacer mon avant-dernière question par cette question-là. Qu'est-ce que tu penses de la réalité virtuelle en santé et peut-être des NFT, etc., donc, qu'on voit apparaître dans le milieu du jeu? Ouais. Est-ce que tu as une vision là-dessus? Est-ce que tu as un recul? Est-ce que c'est des choses que tu envisages d'utiliser? Alors on regarde alors plus la réalité virtuelle ou augmentée, nous, que les NFT. Aujourd'hui, nous, ce qui nous pousse pas vers ça, c'est que nous, on considère qu'on est de la santé grand public. D'accord. Et que là, quand tu vas sur ces technos-là, déjà, nous, notre chance, c'est les maladies chroniques. Donc, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Et c'est même plutôt des gens qui ont déjà fait un peu de chemin.
Et je pense qu'il faut rester extrêmement simple dans la techno parce que déjà, c'est pas simple de les amener à l'usage. Donc, si on leur explique qu'on leur met un casque de réalité virtuelle, autant je trouve ça génial pour des histoires de formation ou quand ils sont en établissement pour les aider à la rééducation, là, je trouve ça très bien. Nous, les gens, ils sont chez eux, quoi. Donc, je nous vois mal envoyer. Mais par contre, oui, il y a forcément des trucs super à faire. Et sur la gamification, sur le côté NFT, le fait d'avoir des jetons, etc., d'avoir le suivi, est-ce qu'il y a des applications que vous avez déjà vu venir? Non, moi, j'ai rien vu sur le sujet, en santé en tout cas. Parce que j'ai vu 2-3 trucs, là, j'ai dû passer rapidement sur LinkedIn, des gens qui créent des tokens justement de récompenses. Du coup, Alors après, nous sur le reward, on est, mais là c'est presque une question philosophique. C'est que nous on pense que le reward ça aide au changement, mais c'est pas le meilleur outil pour l'ancrer. Parce que nous, ce qu'on cherche à créer chez le patient, c'est une motivation intrinsèque. D'accord. Et dès que tu es en reward, tu changes de. Tu changes complètement. Ouais. Exactement. Et la dernière question du podcast, c'est assez classique sur ce genre de podcast. Est-ce que tu as un conseil concret pour des entrepreneurs qui nous écoutent et voilà. Ouais, alors moi ce que je peux juste dire, c'est en santé, malgré toute la complexité que ça peut présenter comme ça de prime abord, le conseil, si je dois en donner un, c'est d'aller tout de suite vers le marché, en clair vers le patient, le plus tôt possible. Parce que la vérité, elle est là. C'est-à-dire qu'on peut monter, moi c'est ce que je dis à l'équipe R&D, des cathédrales de protocoles d'évaluation clinique. Si derrière le patient, il adhère pas, il se passe rien du tout. Ok, très très clair. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose sur cet épisode ? Oh non, là, c'est bien, t'as bien fait le tour. On a fait un bon épisode, on a duré 1h10, c'est pas mal, c'est un bel épisode. En tout cas, merci beaucoup Vincent pour cet échange. Et puis bravo pour ce que vous faites avec Keepline. On va regarder les prochaines étapes avec grande attention, en espérant que ça aille encore plus vite. Et puis, je sais pas si c'est accessible ou pas de voir à quoi ressemblent les jeux ou pas. Est-ce qu'il y a des démos pour voir? Ce sera bientôt, on va vers le grand public. Parce que là, je suis un peu frustré, là, j'arrive pas à visualiser à quoi ça ressemble vraiment. Mais... On va vers le grand public, mais entre les reins à l'info, merci à toi et bravo à ton initiative. Merci beaucoup, à bientôt. Salut.